Ben oui, mon amour. Tu sais. Ben là, c'est sûr. Jackson? Ben oui, on a revu la vidéo. Hier, on a vraiment été dur avec les filles. Bon, bonjour, toi. Coucou, les filles. Ben oui, c'est vrai qu'on a été un petit peu dur, mais c'est ce qui est merveilleux là, c'est que même Valérie qui m'écrit une image bénie, je suis persuadé qu'aucune femme ne t'en veut. T'as été dur avec nous. Tout le monde a compris que c'était de l'humour, mais c'est ça qui est fantastique sur cette chaîne. Les gars, mais soyons heureux, on a des femmes qui ont le sens de l'humour. Ça là, ça vaut tout l'or du monde. Non mais sérieusement, c'est moi pour moi là, écoute, une femme qui comprend l'humour et puis qui, c'est fantastique. Mais c'est drôle quand même parce que on a parlé de la grossesse la veille de la mort de Simone. Veille, sans mauvais jeu de mots, 89 ans, la madame. Respect. Quel respect on peut avoir pour cette femme qui a fait partie des rares juifs françaises à avoir pu se sauver, enfin survivre à la déportation à Auschwitz, la conquête du droit à l'avortement, hein, ça c'est quelque chose aussi. L'IVG, hein, en 1974, quand Valéry Giscard d'Estaing décide de mettre cette femme à la tête du Parlement, il sait ce qu'il fait, hein. Une femme qui a réussi à vivre des moments aussi difficiles, aussi durs que la déportation d'Auschwitz, forcément, c'était une femme de caractère, c'était une femme qui allait réussir à vous représenter. Et vous voyez, autant j'ai un respect immense pour Simone Veil, hein, qui n'a jamais eu besoin de se retrouver avec les seins à l'air dans une rue pour pouvoir vous défendre, les femmes. Autant les femmes là, qui hurlent, qui en font trop. Là. Encore une fois, là, vous savez, j'aime pas être dans les extrêmes. Okay. Et pourtant, autant dire que Mme Veil, elle est allée dans les extrêmes, parce qu'elle se retrouvait quand même dans un monde, hein, la politique à cette époque-là, c'était un monde d'hommes, un monde très masculin. Et vous voyez, sans avoir à montrer ses seins, elle a réussi à se faire respecter, elle a réussi à faire voter ses lois. Et voilà, quoi, c'est une femme merveilleuse. Les femmes, est-ce que c'est vraiment respecter les femmes de se mettre dans cet état-là, de se rouler par terre à moitié à poil? Je suis pas sûr, moi je suis pas sûr. Je trouve que ça décrédibilise complètement le sens, l'objet de leur combat. Je sais pas. Alors que, sérieusement, hein, hier on plaisantait sur la grossesse, j'ai un respect immense, hein, pour la femme, euh, pour tout ce qu'elle représente pour l'humanité. Et porter un enfant, bien sûr, que c'est quelque chose d'extraordinaire. Porter un enfant, c'est porter le monde. Mais bien sûr que, pour des raisons X ou Y, la femme a le droit, aujourd'hui heureusement en France, hein, et c'est pas le cas partout, et puis quand on voit aux États-Unis comment les gens se battent contre l'IVG, elle a le droit quand même de décider de ce qu'elle a envie de faire avec son corps, et surtout, moi personnellement, là, donner la vie à un enfant qui n'est pas désiré, qui est le fruit, pas forcément d'un viol, c'est pas la peine d'aller jusqu'à l'extrême du viol, mais quand tu as un autre projet, tu as un autre objectif, tu as une autre façon de voir l'avenir sur les 3-4 prochaines années, puis tu dis que avoir un enfant, ça va être compliqué, ça peut être même catastrophique, souvent parce que voilà, ça va peut-être obliger à rester avec quelqu'un avec qui on n'a peut-être pas envie forcément de faire toute sa vie, on a voulu tirer un petit coup, et puis voilà, on a oublié de prendre la pilule. Il y a plein de raisons qui font que voilà, on se retrouve avec un gâteau dans le four, et puis est-ce qu'on a envie d'aller jusqu'au bout? Pas sûr. Donc voilà, moi c'est ma vision des choses. Je suis quelqu'un qui aime la liberté. Vous le savez, hein, vous me connaissez de plus en plus maintenant. Je suis un épicurien. Je goûte à tout. J'aime la vie. J'aime tous les plaisirs de la vie, tout ce que la vie peut nous offrir. Et donc à aucun moment je veux qu'on m'emmerde. Donc à partir du moment où tu te retrouves avec quelque chose qui va t'emmerder, qui va te bouffer la vie,
bah forcément, il n'y aura pas d'amour avec cet enfant, puis cet enfant-là, ben, il va pas être heureux, puis ça va faire un délinquant, et puis, vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est, grâce à Madame Veil, là, je suis persuadé que on a réduit la puissance de la délinquance énormément, énormément, parce qu'on aurait tellement eu d'enfants, euh, hein, ce que les gens appellent les accidents. Oh là là, t'imagines, t'imagines. T'imagines quand une mère annonce à sa fille ou à son fils, bah, écoute, tu sais, t'étais un accident, là, hein, écoute, on t'a gardé là parce qu'on n'avait pas le choix. Là. C'est quelque chose d'horrible. Jackson. Puis alors là, bien sûr, arrive la religion, hein, le rôle de la religion. La religion qui a un rôle, qui avait, parce que j'ai l'impression qu'elle n'a plus aucun pouvoir au niveau sociétal, mais qui avait un rôle important au niveau de la société, on s'entend, hein, on peut être croyant, pas croyant, protestant, catholique, musulman, témoin de Jéhovah, n'importe, hein, mormon ou quoi, ça permet de créer dans l'esprit des gens des frontières, des barrières à ne pas franchir, etc., sans forcément passer par la police ou par le judiciaire. Donc la religion a joué un rôle important au niveau sociétal, mais il y a des fois où, sérieusement, là, ça perd tout bon sens. Quand la religion a commencé à se mettre contre l'IVG, à dire même qu'une jeune fille qui a été violée, elle doit garder son enfant, c'est plus grave pour elle de se faire avorter que pour le gars de l'avoir violée. Je ne sais pas où est-ce qu'on va là. Où est-ce qu'on va. Donc, pour revenir à tout le respect que j'ai pour vous, les filles, au sujet de la grossesse, bien sûr que c'est quelque chose de fabuleux. Une grossesse, c'est quelque chose de difficile. C'est toute cette période, les premiers mois, où le corps pense que c'est un corps étranger, où ça donne des vomissements, où vous avez envie de le rejeter, parce que le corps ne comprend pas toujours qu'est-ce qui lui arrive. Et puis, après, il y a ce côté câlin, ce collet de tendresse qu'on peut avoir avec l'enfant même alors qu'il est in vitro. Il est dans le ventre, excusez-moi, in vitro, je dis n'importe quoi. Alors qu'il est dans le ventre. Vous voyez, c'est la plus belle chose que je pense que j'ai vécue. Ça a été l'accouchement de mes deux garçons. Ouais, j'ai voulu être là aux deux. Le premier est sorti cyanosé en plus. Hein. Il était tout mauve. Pourquoi? Parce que ça manquait d'oxygène. Il fallait que Sandrine elle pousse. Et j'ai vu le médecin, j'étais là pour l'aider. Je tenais la main de ma femme. Et puis on a sorti bébé, tenu par le pied. Pam! Première fessée. J'ai failli mettre un coup de poing au médecin pour dire tu vas te calmer là, tu vas pas toucher mon fils comme ça. Je plaisante. Mais voilà, j'ai vécu ça. Le deuxième, c'est sorti comme une lettre à la poste. Dans les deux cas, j'ai coupé le cordon ombilical, mais surtout, j'ai vu la souffrance, la douleur. Ma femme a voulu faire la belle. Hein. La première fois, elle a fait ce qu'on appelle comment on appelle ça? Ah non, c'est pas l'épisiotomie, c'est autre chose. La péridurale. Hein, elle a fait la péridurale, donc. Et là, l'accouchement, c'était quand même très douloureux, mais rien à voir avec ce que ça peut être normalement. Là. Et qu'est-ce qui se passe pour la deuxième fois? Elle a envie de vivre son accouchement. Non, j'ai envie de le vivre. Écoute, elle a vite changé d'avis, je peux vous dire. Là, quand les contractions arrivent, elle me serrait tellement la main. J'ai jamais rencontré un homme même qui me serrait la main aussi fort. Et donc là, elle voulait la péridurale absolument, mais elle était en plein dans les contractions, donc il a fallu attendre entre deux contractions, la mettre assise, le dos rond pour piquer une aiguille comme ça, en plein dans les vertèbres. C'est quelque chose à vivre, ça. Et puis, et au fur et à mesure, moi je regardais les vumètres, là, les choses qui prennent les mesures de la douleur. Et puis elle dit, alors ça y est, c'est bon, Bobby, c'est bon, Bobby, c'est bon, Bobby. Je dis, oh tabarouette, ça c'est bon là, parce que vu la hauteur des pics, tout à l'heure, là, pour beaucoup moins que ça, tu étais en train de hurler. Donc, quelle belle invention aussi, ça, la péridurale. Il y a des femmes qui disent, non, je veux vivre mon accouchement, je veux vivre mon accouchement. Tu vas le vivre pareil, je te le dis, là, prends la péridurale. C'est quelque chose qui existe.
go, tu vois, moi si je pouvais me faire une péridurale pour m'enlever la douleur que j'ai dans l'épaule toute la nuit et toute la journée, et puis dès que je fais un faux mouvement, mais je ferais une péridurale de l'épaule, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Donc pourquoi se faire mal quand on peut se faire du bien, hein? Donc voilà, des inventions incroyables. Et donc vous voyez, je vous montre qu'effectivement, on doit avoir un respect énorme pour la femme, pour ce qu'elle fait. Moi, le gynécologue de ma femme me disait, Monsieur Varnet, si vous voulez imaginer c'est quoi un accouchement, imaginez que vous pendiez un œuf de poule par le pénis. Hein, ça vous donne une idée, les gars? Donc voilà, est-ce qu'on est capable de vivre ça? Nous, non. Hein, les femmes sont beaucoup plus fortes que nous, on le sait, ça. Donc voilà, c'est un phénomène. Et puis aujourd'hui, ben, on en perd une grande dame. Voilà, Simone Veil, repose en paix. Je pense que tu l'as bien mérité, 89 ans, avec tout ce que tu as pu faire dans ta vie. Les femmes peuvent t'en remercier. Donc, hier j'ai parlé des femmes, hein, puis vous inquiétez pas, on peut dire beaucoup de choses aussi sur les gars. Pourquoi les hommes pissent debout, hein? Pourquoi les hommes pissent debout et pas les femmes, hein? Les femmes pissent assis, hein? Parce que c'est les femmes qui nettoient les bols de toilette, hein? Tout simplement, hein? Parce que si c'était nous, on pisserait assis comme tout le monde. Puis nous, c'est vrai qu'on a instauré à la maison. Pourquoi? Parce que voilà, c'est plus hygiénique. Puis un truc qui est incroyable, c'est quand vous ne savez pas ce que c'est, ça les filles, mais quand tu vas dans les pissotières, là, tu te rends compte à quel point les mecs, hein, ils ont du mal avec la taille de leur pénis. Si, parce que tu as une belle pissotière, hein, c'est quand même un gros rond là, puis qui fait à peu près une bonne vingtaine, 20 à 30 cm de profondeur quand même le truc. Donc, puis tu peux t'approcher, hein, au maximum, puis et tu regarderas, là, tu as toujours une petite mare de pisse juste devant la pissotière. C'est-à-dire que le gars, persuadé qu'il a encore 15 cm devant, là, il est tranquille, là, il a assez de longueur. Mais là, t'as pas assez de longueur, mec. Eh non, arrête. T'as un problème ouais, c'est freudien, ce problème-là, de penser qu'elle est plus haute. Non, et puis, en général, tu ne bandes pas quand tu pisses, ça marche pas. D'accord? Donc, rapproche-toi de la pissotière. Hein. C'est cool, c'est sympa, parce que pour le gars qui est juste à côté, au moins, ça évitera de lui mettre de la pisse sur les chaussures. Hein. Vous voyez ça, vous ne le vivez pas, les filles, ben nous, on le vit. Hein, c'est un truc, c'est complètement naze. Ou tu as aussi le gars, parce qu'on est déjà 4 en train de pisser dans la pissotière, puis il y a une pissotière de lit, mais entre deux gars. Alors, est-ce qu'il est complexé? Est-ce qu'elle est trop grosse? Est-ce qu'elle est trop petite? Je sais pas. Et du coup, il va décider d'aller pisser dans les toilettes, c'est-à-dire à un endroit où les autres vont vouloir peut-être aller déposer un gros cadeau et s'asseoir et pas avoir forcément envie de se salir le cul. Mais voilà. Le gars qui est pressé, qui n'a pas le temps de nettoyer la cuvette et qui n'a pas le temps de mettre du papier pour faire ça bien, quand il arrive, paf, il s'assoit sur quoi? Ben voilà, parce que l'autre trou du cul, il n'a pas voulu pisser au milieu de deux autres gars. Hein, même quand des fois il y a des séparations, hein, la plupart du temps il y a des séparations, non. Arrête ton complexe, puis voilà, on s'en fout. Et ben non, ce gars-là, il va aller pisser dans les toilettes, et du coup, le copain qui a la chiasse et puis qui va courir dans les toilettes, il s'assoit là-dessus. C'est dégueulasse. Bon, voilà, les filles, on peut se foutre de la gueule des mecs aussi, hein, elles sont toujours là, à savoir qui c'est qui est la plus grande, la plus grosse, qui c'est qui pisse le plus loin. Mais je peux vous dire que ça existe encore. Notre Sandrine, donc je l'ai dit hier, et puis j'ai fait une erreur au niveau de la date du barbecue. Notre Sandrine va venir maintenant, là ça y est, c'est précis, on a les dates de son arrivée. Elle sera là du 12 septembre au mardi 19. D'accord? Du 12 au 19 septembre. Donc 19, 18, 17. Ça, c'est le dimanche 17 septembre. C'est le jour du barbecue. Et j'aimerais remercier d'ailleurs Thomas Bastin qui a rectifié le tir. Alors ça, c'est merveilleux parce que ça montre que vous suivez le café, vous allez l'écouter du début à la fin. Et il disait, c'est pas logique, tu dis qu'elle arrive le 11 et le café, c'est le 10. Bastien, Thomas, pardon, comme je te l'ai dit hier, là, moi là je me réveille, ok? Donc des fois, tu sais, c'est pas encore tout en place, là, il y a des cases là qui ne sont pas réveillées, qui ne sont pas allumées, donc ça va m'arriver souvent, hein,
C'est comme le in vitro. Donc, Sonia, elle me dit, s'il y a un médecin parmi nous, ça c'est intéressant, ça, ce genre de réaction, parce que voilà, on sait aujourd'hui qu'on est un groupe, une communauté tous ensemble, hein, à s'entraider, à s'apprécier, à avoir des oiseaux, mais on a tous des vies, hein, on a tous des soucis d'argent, des soucis de santé, etc. Alors, tout ce qui fâche, là, l'argent, tout ça, j'aimerais vraiment qu'on essaie d'éviter le plus possible. Hein. Mais la santé, ça c'est important. Alors oui, Sonia nous dit si jamais il y a un médecin parmi nous, j'ai fait un malaise samedi, j'étais tremblante, les pompiers sont venus, j'avais 14 de tension, les pupilles dilatées, mais j'avais pris un peu trop de paracétamol. Bon, au final, ce n'est pas la cause, car dimanche, rebelote, j'ai fait une prise de sang pas très bonne, des petits soucis au niveau du foie, donc Nicolas m'amène faire une échographie abdominale, donc ça se passe aujourd'hui. Demain, j'ai refait une prise de sang pour tout ce qui est hépatite, et plein d'autres choses, donc on verra, je vais pas mieux, ça fait une semaine, pas beaucoup de tension, 10, pas d'appétit et très fatigué avec sensation de m'évanouir au moindre effort, voilà, donc on va voir pour l'échographie d'aujourd'hui, mais si jamais il y a des médecins parmi nous et puis que vous avez envie de donner des conseils, n'hésitez surtout pas, ça nous fera super plaisir. Paracétamol, hein, c'est quoi? C'est Doliprane, c'est toutes ces cochonneries-là. Sachez que si j'ai une connaissance, hein, une infirmière qui s'est suicidée à long terme, hein, c'est vraiment du long terme, ça a pris 1 an, en prenant du paracétamol tous les jours. Elle prenait un cachet de Doliprane tous les jours, 1 milligramme là. Elle piquait ça dans la clinique où elle travaillait. Et bien ça a pris 1 an, mais au bout d'1 an, elle est morte. Le foie était complètement perforé. Donc, fais attention au paracétamol, Sonia, je sais que ça, c'est très dangereux, ça te bouffe le foie. Et puis voilà, quoi. Il faut faire très attention à votre santé, parce que vos enfants, tout le monde a besoin de vous. Là. Chantou, pareil, elle me dit que ça va pas bien, Chantou. Alors elle, c'est plutôt le moral, j'ai l'impression. Et elle me dit, c'est gentil, merci, parce que je dis, on va t'aider, si on peut t'aider, on va faire quelque chose. Elle dit, ça me touche beaucoup, merci, mais j'ai pas trouvé de solution. En fait, c'est parce qu'il ne doit pas y en avoir, ainsi va la vie. Chantou, 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 ne déprime pas. Tu sais, le verre, il est à moitié vide, hein, ou à moitié plein. Essaie de voir qu'il est à moitié plein, puis tu vas voir que c'est vachement plus intéressant, que la vie, elle peut être plus intéressante. Si tu as besoin de parler, viens faire un petit tour sur mon courriel à multitasman777@gmail.com. Viens m'en parler, et puis si tu veux que ça reste entre toi et moi, ça restera entre toi et moi. Mais je suis persuadé que ton expérience peut servir pour d'autres, hein, donc faut pas hésiter. J'ai une certaine petite Yaya qui vient de débarquer sur la chaîne. Salut Yaya. Je pense que c'est une petite fille, hein, en tout cas l'image qu'il y a sur son timbre, c'est une petite fille. Donc on va dire bonjour. Ma perruche ondulée monte sur mon doigt et je peux la caresser, lui caresser le bec et le ventre, mais parfois elle essaye de mordre. Je ne sais pas pourquoi. Multitaskman. Alors, pourquoi ma chérie? C'est pas compliqué. C'est comme un petit chien. Hein? Un petit chien là, entre 0 et 4-5 mois. Là. Le premier réflexe qu'il va avoir, c'est de te mordre. Okay. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire ses dents. Okay. Puis il est en train d'essayer de mesurer sa force, etc. Il joue comme ça avec ses frères et sœurs hein, quand ils sont couvés. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand il commence à mordre trop fort, ben, l'autre frère, il fait quoi? Il lui mord l'oreille, il dit « Oh, tu vas te calmer ». Ou la maman lui mord la patte, maman, pour lui dire « Hop, ça fait mal ». Ça, c'est chez les chiens. Mais chez comment on appelle ça, la perruche, ben, c'est un peu pareil avec le bec. Il est en train de découvrir son bec, il est en train de découvrir sa force. Et c'est encore une fois les parents, c'est encore la maman ou le papa qui leur apprend attention à pas aller trop fort avec le bec, à pouvoir mesurer cette puissance, cette force pour ne pas faire mal. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait là? Ben, il essaie de mesurer sa force. Hein, c'est pas méchant, okay? Mais il y a des choses qu'il faut pas faire, hein, c'est de retirer le doigt à chaque fois. D'accord? Parce que comme lui, c'est une façon, il dit ah, tiens, j'ai envie de te prendre la main. Si à chaque fois tu retires la main, puis hop, ben, au bout de 3-4 fois, là, il va vraiment te l'attraper parce qu'il veut l'avoir cette main et il va te serrer très fort et ça peut faire mal. Donc, tiens, tu vois, regarde, elle là, eh oh, tu te calmes.
Tu te calmes. Elle a 8 ans, hein, et elle joue encore avec son bec, tout le temps. Donc le bec, là, c'est vraiment une troisième main, hein, parce qu'ils arrivent à tenir les choses avec leurs pattes. Mais le bec, c'est quelque chose qui est vraiment crucial dans leur vie pour pouvoir attraper les choses, pour pouvoir gérer, nourrir leurs oiseaux, nourrir leurs partenaires. Donc tu comprends que la nature a fait en sorte qu'ils puissent mesurer leur force pour éviter de blesser, parce que c'est pointu, un bec, ça peut faire mal. Donc t'inquiète pas, s'il fait ça, bah, c'est normal. Tu as dit que tu es arrivé à caresser son bec, bah, essaie de prendre son bec comme ça. Oui, Jackson. Alors toi, c'est une petite perruche, là. Et toi, si tu prends son bec comme ça, oh, ouais, tu fais comme ça, oh oui, et puis hop, des fois, quand il mord, hop, tu tiens le bec. Tu dis, non, on ne mord pas, oh oui, on est gentil, wow, on est gentil. Voilà, bonne fille. Maintenant, je vais vous lire un long message de Valérie Ribeiro. Pourquoi? Parce que c'est très intéressant pour tous ceux qui ont des perruches et des perroquets. Elle a rebondi par rapport au café où je parlais de à quel âge peut-on adopter un oiseau, un perroquet. Et c'est l'oncle Dan qui me dit que je n'avais pas été précis dans l'idée de savoir si c'est à quel âge pour l'oiseau ou pour le propriétaire. Je parlais bien sûr du propriétaire, de celui qui va l'élever, de l'humain. Et là, elle me dit, bonjour, je suis tout à fait d'accord avec toi pour la question à quel âge peut-on élever un perroquet. Moi, mes enfants sont nés dedans. Hein, l'élève des oiseaux, elle a des perroquets, elle sait c'est quoi. Donc, on a tous les gestes adaptés. Moi, le conseil que je donne, et on va le prendre ton conseil parce qu'il est excellent, Valérie, c'est un temps d'adaptation. Placer la cage dans la pièce à vivre, hein, le living room, hein, comme on dit en anglais, c'est-à-dire là où il y a le passage, là où il y a toujours du monde. Okay. Je la laisse à peu près une semaine tranquille pour s'habituer à l'environnement et au bruit. Okay. C'est pas parce que la cage elle est là qu'on doit aller taper sur la cage, aller sans arrêt voir l'oiseau. Puis vient la rencontre avec mes enfants. Je les positionne, bien dit là, à 1 mètre de la cage et je les laisse parler à l'oiseau. 1 mètre. Bien vu, très bien. Pourquoi 1 mètre? Elle lui dit, Jackson, non, ça marche plus ton bisou. Tu ne me mords pas l'oreille. Pourquoi 1 mètre? Pour pas que l'oiseau s'affole et se sente piégé. Puis je fais ça plusieurs fois par jour et petit à petit, je les rapproche. Il faut prendre 1 à 1 vos enfants. Pas à 3, 4 d'un coup là autour de la cage. Là. Non. Faut pas que l'oiseau se sente complètement envahi ou pris en otage. Car trop de bruit, car sinon il y aurait trop de bruit. Et quand je sens qu'ils sont adaptés à monter sur le doigt ou la main ou l'épaule, je les pose sur mes enfants. Il faut avoir le contrôle de la situation, car si ton oiseau peut le ressentir et avoir des gestes inappropriés, on ne peut pas laisser un oiseau, même apprivoisé ou EAM, à un enfant. On peut le responsabiliser envers son oiseau. Alors là, attends, excuse-moi, je vais relire ça. Essayez d'écrire en faisant attention à ce que vous écrivez. Relisez-vous. Je l'ai pas. Il faut avoir le contrôle de la situation car l'oiseau peut le ressentir et avoir des gestes inappropriés. Alors là, je pense qu'elle parle des enfants. Il faut superviser. Voilà. On ne laisse pas un enfant s'occuper d'un oiseau sans superviser. Les soins, l'alimentation, l'hygiène, etc. Et bien sûr, tout le quotidien de l'oiseau, un enfant n'a pas la même réflexion qu'un adulte. Donc, on ne peut pas le laisser tout seul, mais on peut faire en sorte qu'il prenne des responsabilités, qu'il fasse quand même les bons gestes, mais toujours avec de quoi pour surveiller que ça se passe bien, parce que ça peut effectivement choquer l'oiseau, qu'il soit apprivoisé ou non. Moi, j'ai 4 enfants. Quand j'avais plusieurs oiseaux, les enfants choisissaient leur oiseau, prenaient soin, participaient à tout l'apprivoisement de l'oiseau. Ce qui est très bien. Ainsi que le rappel, hein, pour faire venir l'oiseau sur le doigt. Mais quand je savais qu'il serait en sécurité, l'oiseau et l'enfant, on ne peut pas mettre un oiseau immédiatement en contact avec un enfant, c'est un processus avant tout. En tout cas, c'était une belle vidéo avec Marc-Éric, celle qu'on a fait avec Marc-Éric il y a trois cafés là. Enfin, bref.
Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de faire la mise en page. J'avais l'impression que c'était clair parce que j'ai lu ça en diagonale. Mais voilà, merci beaucoup Valérie, hein, c'est super comme chose. Donc, si on fait la synthèse, c'est quoi? Oui, on peut, si les enfants ont l'habitude de nous voir élever des oiseaux, on peut les responsabiliser, leur donner le goût de le faire, mais surtout ne pas laisser les enfants seuls parce que ça peut être très dangereux pour le comportement de votre oiseau et on peut arriver à des situations, malheureusement, ça devient irréversible. Hein. Une fois qu'on a fait peur à un perroquet, c'est très très dur de faire machine arrière. C'est possible, mais c'est très très difficile. Voilà. Mon petit bébé, on a fini. Non, je ne pourrais pas dire que tu as été sage pendant ce café. Je ne pourrais pas le dire. Mais non, tu n'as pas été sage. Tu m'as mordu l'oreille, tu t'es déplacé, tu m'as mordu dans le dos, tu m'as mis ton bec dans l'épaule. Je ne peux pas dire que tu as été super cool, quoi. Ben ouais, il y a des fois où je te dis, ben oui, il y a des fois où je te le dis, t'es une bonne fifi, t'es gentille, t'es adorable, mais quand t'es pas une bonne fifi, je suis obligé de le dire. Hein, Jackson? C'est comme ça. Oui. Je vais demander pardon à papa. Hein? Dis papa, je sais parce que tu me parles jamais à moi, tu parles toujours avec les autres. Alors, ben oui, fais-moi un vrai câlin d'amour, mon papa. Hein? Cochonne, c'est toujours toi qui gagne. Hein? C'est ça les filles, hein? Vous savez comment faire, hein? Je vous souhaite un très très bon week-end. Lundi, c'est férié au Québec. Ben oui, donc on se retrouve mardi. Bye bye.